Salut! Bienvenue pour une nouvelle série de réac. Ça commencé à faire un petit peu de temps et je vous cache pas que ces derniers temps, j'ai j'ai un peu de mal à suivre le rythme que je me donne alors que j'en fais moins qu'avant. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a cette espèce de lassitude et cette espèce d'envie d'en faire moins qui joue, c'est pas impossible. Et donc avec les vidéos habituelles que je fais, c'est-à-dire le Disney Film mensuel et toutes les 2 semaines un Gargoyles, je fais pas grand chose d'autre, je reconnais, et c'est pas parti pour changer grandement, mais je me suis dit quand même que ce serait pas mal de trouver de quoi remplir un petit peu les jours, de façon à ce que cette chaîne soit pas juste à l'arrêt lorsque c'est pas ces deux types de vidéos là. Et le mieux, ça serait sans doute de repartir sur une série simple, pas prise de tête, où je pourrais juste parler rapidement des épisodes sans faire de gros montages, tout ça, tout ça. Et après réflexion, je me suis dit que Elena Davalor serait une possibilité. C'est une série Disney, donc je reste dans mon thème. Et je suis pas 100% contre l'idée, même si j'ai des doutes, mais on va en parler au fur et à mesure de cette première réac, puisque alors, et ben en fait, c'est une franchise qui est dérivée de Princesse Sophia. C'est assez intéressant à détailler comme ça. Princesse Sophia est donc une série qui est sortie sur Disney Junior, et cette série dérivée est sortie sur Disney Channel. Et c'est la raison principale pour laquelle je me suis essayé à Elena Davalor, parce que ils ont un peu changé l'âge cible pour cette nouvelle héroïne par rapport à Princesse Sophia, qui était clairement prévu pour attirer les petites filles et pas un public familial plus poussé. Et du peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être le cas, hein. Et de façon intéressante, moi je savais pas que c'était lié directement comme ça, mais les deux univers sont vraiment totalement liés, et on a même fait un téléfilm d'introduction d'Elena Davalor à partir de la série Princesse Sophia à la Musclor et Shira dans les années 80. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais traité le téléfilm d'introduction de Shira comme ça. Ce qui est donc assez intéressant, et je m'attendais pas vraiment à devoir me pencher particulièrement sur Princesse Sophia, mais je vais devoir le faire si je veux traiter tout ce que la série a raconté. On a déjà eu donc ce téléfilm qui nous balance ça, et oui, je suis renseigné rapidement en regardant le résumé de Princesse Sophia. En gros, c'est une princesse, c'est une fille qui est devenue princesse à l'âge de 6 ans. Avant, elle n'était pas princesse. C'est très bizarre le résumé qu'on fait. Je veux dire, si c'est une fille de roi, elle est princesse dès sa naissance. Ou alors ses parents sont devenus reines et rois alors qu'elle avait 6 ans. C'est très bizarre, la fiche Wikipédia, comment ça le dit. Enfin bref, elle est devenue princesse à 6 ans et elle a reçu des pouvoirs magiques à partir d'une amulette qui lui permet de faire des tonnes de trucs comme parler aux animaux et faire des transformations en veux-tu en voilà comme elle veut. Ça donne pas l'impression d'avoir de limites particulières. On verra dans ce film qu'elle peut se rapetisser, se transformer en sirène. En gros, si elle veut, elle peut se transformer en un peu tout ce qu'elle veut. Plutôt pratique donc, et si ça se trouve elle peut encore faire d'autres trucs, si ça se trouve c'est un truc magique très ouvert qui permet toutes les facilités que le scénario se permet, ça ne me surprendrait pas. Ça ne me surprendrait pas. Et c'est plus ou moins ça, hein. Elle va lutter contre le méchant sorcier royal Cédric, qui aura toujours des plans pour avoir le pouvoir, mais il n'ira jamais trop loin apparemment. Et il a une belle tête de vainqueur de ce qu'on voit. Un peu marqué ça aussi, mais au-delà de ça je me suis pas penché en détail sur cette série et je ne compte pas le faire. Une fois de plus, il faut bien comprendre, je n'ai plus l'âme d'un enfant de 8 ans, tant mieux si vous avez conservé votre âme d'enfant de 8 ans, je ne l'ai plus. Voilà, découvrir une nouvelle série qui est clairement destinée à des petits-enfants et pas à des personnes un peu plus adultes et qui essayent pas de tabler sur le plus mature de temps en temps, ce n'est pas pour moi. Et du peu que j'en ai vu, ça a clairement pas l'air d'être le cas, hein. J'ai vu sur YouTube la compilation des extraits où elle rencontre les âmes des différentes princesses Disney, c'est-à-dire Jasmine, Ariel, etc. Et ouais, c'est traité comme on le traite pour vendre des jouets à une petite fille, quoi. Avec des morales niaises et rien de très poussé. Et ça aide pas, et ça se ressent aussi dans ce téléfilm-là, et je pense la série Elena Davalor, que l'image de synthèse soit...
je veux dire, on peut faire pire, mais on peut faire clairement mieux. Ne serait-ce que dans les expressions, quand on est sur les gros plans, c'est un petit peu dérangeant et c'est jamais très détaillé, ça vole pas haut, c'est du travail basique. Pour une série télé un peu cheapo, ça produit rapidement. C'est exactement ce que ça renvoie. Et ouais, je suis désolé, ça n'attire pas une seule seconde. L'adulte que je suis, pas une seule seconde. Ça sent pas la grande œuvre pour enfants non plus, parce que oui, on peut faire de l'animation travaillée, bien faite malgré tout. Si on compare, je sais pas moi, à Miraculous, que j'ai un tout petit peu traité dernièrement, je trouve qu'il y a une patte et que l'animation, même si elle n'est pas parfaite, est quand même plutôt fluide et rend bien une bonne partie du temps. Même s'il y a quelques répétitions, etc. C'est pas la perfection, mais c'est quand même recherché, et je pense que c'est une des forces de la série, quoi. L'animation a un charme et un petit naturel qui rend bien. C'est pas le cas dans Princesse Sophia et dans Elena d'Avalor, si je me fie à ce téléfilm, où les mouvements sont très... C'est très strict minimum, en fait. Ça passe, mais comme ça, sans plus. On peut faire largement mieux que ça, largement mieux. Donc ouais, l'animation, clairement pas un point fort, hein, je le dis tout de suite. Et si ce téléfilm est un bon représentant de ce que sera la série Land of Valor, ce sera clairement pas sur le plan technique que j'aurai beaucoup de choses de bien à en dire. Et d'ailleurs, ce sera clairement pas sur le plan de l'écriture non plus que j'aurai beaucoup de choses à en dire en bien, puisque si ce téléfilm est représentatif de la qualité d'écriture d'Elena de Valor, ah, ça va pas être sensationnel non plus, hein. On va se lancer tout de suite, hein. Ça commence à faire un petit peu de temps sur le téléfilm Elena et le secret d'Avalor, très recherché, qui est donc la transition de Sophia à Elena. La série Sophia s'était terminée juste avant le lancement de la série Elena d'Avalor. Et donc ce téléfilm sert à passer de l'un à l'autre en essayant de suivre les enfants qui ont grandi en suivant la première série, j'imagine. Et je suis désolé, je vais pas m'apesantir plus sur la série Sophia juste pour ça, hein, juste pour découvrir Elena de l'or, hein, je suis désolé. Et avant de démarrer pour de bon, excusez-moi, je m'éparpille un petit peu, j'aimerais juste préciser que je vais donner à cette série la chance de la première saison. Je vais aller jusqu'au bout de la première saison. Et si je sens que, comme certaines séries comme La Garde du Roi Lion, ce n'est clairement pas fait pour moi parce que j'ai un âge à 2 chiffres, je laisserai tomber. J'estime donner suffisamment sa chance à une série quand je vais jusqu'au bout de la première saison. Et si la première saison n'arrive pas du tout à me convaincre, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre. Et vous aurez beau dire ce que vous voulez, ah mon dieu, les saisons suivantes, je vous emmerde. La première saison doit poser suffisamment le ton pour accrocher. Si ce n'est pas le cas, c'est que la série fait une grosse bourde. Et il ne mérite pas d'être poursuivi comme ça. Ce téléfilm commence sur notre héroïne qui est en train de se balader avec sa copine blonde Naomi. On verra un peu la nature de leur relation par la suite. Et elle raconte, et je ne vous cache pas qu'au début ça m'a pris au pas au dépourvu. Ah, cette vision de cette falaise, cette belle vision, ça m'a manqué, ça faisait 41 ans que j'y ai pas été. Je n'étais pas revenue ici depuis 41 ans. 41 ans quoi? Waouh, tu fais pas ton âge ma vieille. Non, ça sera expliqué par la suite. Je vous cache pas que ça m'a un peu pris au dépourvu ça, parce qu'on va direct en mode je vais te raconter ce qui s'est passé. Ouh, flashback. Et elle raconte que c'est Princesse Sophia qui l'a sauvée. Et donc on passe sur notre héroïne Princesse Sophia qui a des flashs de ce qui s'est passé avec Elena d'Avalor. Son royaume a été attaqué très vite par une figure pour l'instant mystérieuse qui lui a fait du mal, et c'est tout ce qu'elle voit Sophia alors qu'elle est en cours avec toutes ses amies, bon chic, bon genre, etc. Et elle se pose des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, d'où viennent ces visions? Et donc elle décide d'utiliser ses pouvoirs pour aller dans sa salle magique secrète, qu'apparemment sa famille ne connaît pas. En tout cas, elle donne pas l'impression de leur parler en détail de ça. C'est un peu bizarre, on en reparlera un petit peu à la fin de ça, pour se poser la question de ce qu'il en est. Et donc, en cherchant un petit peu, puisqu'elle a eu le flash d'Avalor, elle se dit « Avalor, c'est quoi ?» Et elle tombe sur un bouquin qui renferme l'âme d'un mage qui s'appelle Alakazar.
va rechercher, qui est donc lié à Valor et au médaillon qu'elle a depuis apparemment le tout début de sa série. Et on vient donc justifier d'où viennent les pouvoirs de ce médaillon, et qu'au bout du compte, au départ, ça venait d'Avalor, c'était une possession d'Avalor que devait posséder la princesse, et elle l'a reçu, Sophia, parce que voilà, l'âme du magicien lui parle à Sophia, hein, parce que Elena l'a perdue, elle s'est renfermée dans son médaillon pour être protégée de la puissante magie de leur ennemi qui s'appelait Shiruki, voilà, Shiruki ou Shiroku, merde, je m'en fous, hein, de toute façon, pour le personnage, j'ai rien à foutre de mal dire son nom à celle-là. Elle s'est renfermée dans ce médaillon, et le mage, sans être vu, parce que la méchante est une nullarde, on en parlera en détail de ça, a réussi à se barrer du royaume en emportant avec lui le médaillon, et après plusieurs décennies, apparemment, en ayant pu se poser au royaume de Sophia, Enchantia, un truc comme ça, très recherché, qui a donc cette espèce de bibliothèque magique, donc il s'est transformé en bouquin pour survivre. Et c'est là qu'il a aidé à faire en sorte, enfin, il a déposé le médaillon quelque part pour que Sophia l'ait, pour qu'elle soit testée. C'est en gros le truc, quoi. Le royaume d'Avalor a été attaqué par la méchante sorcière, qui a pris le contrôle, on en parlera de ça, et Elena a attendu de trouver une porteuse, ou un porteur, mais on va dire une porteuse, hein, puisque c'est une fille, une porteuse digne d'avoir les pouvoirs d'Avalor, magiques d'Avalor, de façon à pouvoir, au bout d'un moment, sauver son royaume. Et de fait, toute la série, Sophia, en gros, c'était un gros test de la part d'Elena qui était enfermée dans son médaillon pour qu'elle voit si elle est bien capable de sauver son royaume, de la sauver elle. Ok, donc voilà, vous justifiez toute la série Sophia là, tout d'un coup. Je suis pas sûr. Ça me surprendrait que ça ait été pensé en détail dès le début, ça. Mais bon, j'ai pas envie de me casser les couilles à voir en détail des épisodes de Princesse Sophia, juste pour me rendre compte si c'était bien pensé au départ ou non. Hein. S'il y a vraiment des gens qui sont fans de Princesse Sophia, qui n'hésitent pas. Ouais, et qui ont un esprit critique, hein, parce que bon, ça doit être difficile aussi, mais excusez-moi, je suis désolé. Bref, si vous connaissez la série Princesse Sophia, n'hésitez pas à me dire si vous sentez que ça a été bien réfléchi à l'avance ou si ça fait gros retcon, ça. Parce que ce serait pas inintéressant à savoir. Alors, en tous les cas, voilà, le royaume d'Avalor est sous le joug d'une méchante sorcière qui s'est débarrassée de la gentille famille royale, et donc il faut faire quelque chose pour aller libérer Elena. Donc le mage Alakazar lui demande de retrouver son Chinoul. J'ai mal écrit une fois plus, Chanoul, un truc comme ça. C'est juste un esprit animal magique. Donc, c'est juste un mot à la con qu'ils ont balancé comme ça, j'ai l'impression. Peut-être que ça vient d'une culture latine, allez savoir, je m'excuse d'avance à ce niveau-là, alors. Donc là, cette amulette d'Avalor, il faut en faire quelque chose, et étant donné que ça tombe bien, c'est la fin des cours, et la famille royale prévoit de partir en vacances. Famille royale, au passage, qui est plate comme une limande. Sérieusement, le père, la mère, le frère, c'est une vanille à mort, tellement sans intérêt. La sœur, limite, elle est un tout petit peu remarquable, parce que c'est genre, oh, j'aime ce qui est chic, oh, faire les boutiques, et ce genre de conneries, quoi. Ça se remarque un tout petit peu, mais ça reste très cliché, quoi. C'est très plat. Peut-être qu'ils sont un petit peu mieux développés dans la série, mais punaise que ça renvoie, c'est très très plat. Enfin bon, elle les convainc pour ses vacances d'aller à Avalor, parce que ça pourrait être très cool, pour faire aussi des relations diplomatiques et commerciales, parce qu'on a beau partir en vacances, faut garder l'esprit d'entreprise. C'est un peu drôle ça, je vous cache pas. Enfin bon, elle les convainc avec une chanson, et ça passe. Voulez-vous connaître un monde nouveau? J'ai déniché le royaume qu'il vous faut. C'est le genre de truc, ça s'écoute rapidement d'une oreille, ça ressort par la seconde après, quoi. C'est ça les chansons de ce film, et j'ai le sentiment les chansons des deux séries. Et ouais, on peut faire pire, on peut faire mieux aussi, hein. C'est très très similaire à l'animation.
C'est-à-dire que tu regardes ça, tu te dis ça va, hein, ça restera pas dans la tête. Hein. Nous voyagerons à bord du Galion Royal. Donc, elle les convainc, elle met en avant ses doutes très rapidement, histoire d'eux, et ils finissent donc par arriver au royaume d'Avalor sur leur bateau qui semble aller bien, le royaume d'Avalor. Mais bien entendu, il est sous le joug d'une méchante reine qui veut faire en sorte que les gens croient que ce n'est pas une méchante reine qui a pris les rênes. Au passage, petit détail, je pense que c'est un petit problème de VF, le roi, au tout début, lorsqu'ils arrivent, il parle de la princesse. Avez-vous prévenu la princesse Shuriki de notre arrivée? Et après coup, on dit bien que c'est la reine. Bien sûr, ma reine, bien sûr. Donc, décidez-vous, s'il vous plaît. Enfin bref, on voit que très rapidement, ça va être une sous-Gothel, mais tellement, elle est vraiment très à cheval sur sa beauté, donc elle utilise sa magie pour se rajeunir, parce qu'il s'est passé 41 ans, je rappelle. Et ouais, on présente les choses, et c'est très bizarre pour moi, comme si elle était au pouvoir depuis quelques années seulement. Genre, voilà, ils font de l'exposition entre eux, je n'aime pas que si ça se passe comme ça. Ça fait 41 ans qu'elle gère. 41 ans que t'es là, que t'as donné tes directives. C'est bon, hein, je pense que les gens sont au courant. Hein. T'es de laquais que tu trimbales, le peuple, les soldats, c'est bon, hein, ils doivent savoir maintenant. Hein. Ou alors, vraiment, tu prends ton temps. Hein. C'est vraiment traiter la situation comme si ça faisait pas 41 ans, mais genre quelques années. Et c'est vachement bizarre parce que sur le principe, ces 41 ans, ils auraient pu être beaucoup plus courts. Ça ne change pas grand-chose, sauf si on veut partir sur certaines considérations. Mais je vais le dire tout de suite, il y a beaucoup de trucs que je trouve très mal gérés à ce niveau-là. Mais on en parlera un peu plus tard. Enfin bref, Shuriki, elle est donc la nouvelle princesse, elle les accueille en faisant genre la famille royale, mais ça sent assez vite qu'il y a quelque chose qui va pas. Sauf pour la famille royale en dehors de Sophia, parce que voilà, Sophia leur a rien dit, elle est conne, elle sait que on se rend dans un pays qui est gouverné par une méchante sorcière un peu tyran. Sur les ports, et plutôt que de prévenir sa famille qu'il faudrait y aller pour aider quelqu'un qui a besoin d'aide, quoi, faire en sorte de faire gaffe quand même, elle se dit non, on va faire en sorte qu'ils comprennent pas. Mais même son frère et sa sœur, limite, je me dirais, au moins elle penserait à les mettre dans la confidence, non. Elle explique rien, je fais tout moi-même. Ça va être aussi assez marrant quand on y pensera, mais je trouve ça assez dingue qu'elle y pense pas en détail et qu'elle décide d'avoir ses doutes un petit peu de son côté toute seule, alors que il y aura des trucs un petit peu bizarres qui auront lieu, notamment il y aura lors de leur arrivée un garçon qui voudra jouer de la flûte, mais sa flûte sera confisquée de façon un petit peu houleuse, sa famille fera pas gaffe, elle se dira c'est un petit peu bizarre ça, lorsqu'ils seront reçus à déjeuner par la reine, il va y avoir des espèces de créatures ailées qui s'appellent des jagons, mélange entre jaguar et lion, j'imagine, et qui sont un peu chiants. C'est clairement pensé pour être l'animal sidekick comique de service, et c'est pas drôle du tout, quoi. Donc ce trio là qui se balade en narguant la reine, en disant quoi, on vous emmerde, vous aimez pas qu'on chante, et ben on chante. Et ouais, ils piquent un petit peu la nourriture. La famille de Sophia se pose pas de questions, tant plus que eux-mêmes ils vont pas aller très loin, il y a la tyrannie, on s'en fiche, de toute façon tu peux rien nous faire, et ouais, elle peut rien leur faire. Je rappelle quand même, 41 ans qu'elle est là, ces créatures sont toujours là. Elle n'a pas essayé de les enfermer, elle n'a pas essayé de leur faire quoi que ce soit, elles vont à l'encontre de ses règles, elle la nargue régulièrement, et à aucun moment elle s'est dit est-ce que je pourrais pas faire quelque chose contre ça? Est-ce que je pourrais pas essayer de les avoir avec un sort, ou demander à la garde d'en capturer, de les mettre au cachot, un truc comme ça? Non. Elle les laisse et se balader, la narguer régulièrement, en disant « Je peux rien faire, je suis une méchante de merde en fait ». Le problème principal, c'est que cette méchante donne pas une seule microseconde l'impression d'être compétente. Vraiment. Ce qui me fait me demander comment c'est possible qu'elle ait réussi à avoir tout le royaume quand, au bout du compte, elle se débrouille aussi mal. Elle n'est pas foutue de régler un problème comme ça depuis 41 ans.
Et je le dis clairement, hein, c'est pas non plus comme s'ils étaient super doués, quoi. C'est juste des créatures volantes qui font chier, quoi. Si t'es pas capable de gérer des créatures volantes, t'es nul à chier, en fait. Si t'es censé être une puissante sorcière qui est censée faire peur à toute la populace, mon cul, c'est n'importe quoi. Et puis c'est ça le truc. On essaye de donner des espèces de gimmicks débiles aux personnages qui n'ont aucun sens, à part juste pour dire « Ah, elle est méchante !» Genre « Ah, j'ai banni la musique. Je n'aime pas la musique, c'est interdit. » Pourquoi? Parce qu'elle est méchante. Tu pourrais dire... Genre, la musique affaiblit ses pouvoirs, ou un truc comme ça. Tu veux dire, ce serait un peu logique, mais non, 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 j'aime pas la musique. Parce que je suis méchante. Voilà, c'est des trucs pour gamins, quoi. C'est pas recherché du tout, une seule seconde, je trouve ça naze. Et donc, voilà, 41 ans, il a laissé ça se faire. Il continue de se balader, il bouffe rapide, il est tranquillou au balcon. Elle demande même pas aux gardes de les faire se barrer pour pas qu'ils restent là. Non, non, il bouffe tranquillou au balcon et elle laisse Sophia leur parler tranquille. Alors que, je rappelle, son truc à elle, c'est de garder les apparences, de faire croire que ça va, le royaume n'est pas gouverné par une tyran qui a pris le pouvoir par la force. Et elle laisse les gens aller discuter tranquille, sans les surveiller ou quoi que ce soit avec ces créatures, parce qu'elle est nulle à chier comme méchante totalement. Bref, Sophia va leur parler et il leur explique la situation de façon très exposition grossière. Ah là là, elle a pris le pouvoir il y a 41 ans, elle a interdit la musique, elle est méchante. Ah là là, mais je suis pas avec elle, je veux aider la princesse Elena. Pourriez-vous me conduire à l'entre du mage? Ah, le mage, je me souviens qu'il était présent il y a 41 ans, il a essayé de lutter contre l'ennemi, blablabla. Enfin, ils font le topo, ils racontent aussi qu'ils aiment bien chanter, donc le peuple d'Avalor aime toujours chanter, blablabla. C'est chiant, ça va pas loin, ils font le topo très vite là. Voilà, il amène Sophia à la maison, l'ancienne maison d'Alakazar, qui n'a pas été fouillée, qui n'a pas été un tant soit peu cherchée par la méchante une fois de plus parce qu'elle est nulle à chier. 41 ans, putain, 41 ans. Excusez-moi, ça va mieux. Ouais, quoi, elle rencontre sa fille qui n'en a rien à foutre pour le coup. Et son petit-fils qui se dit « Ah tiens, je veux vous aider. Je m'appelle Mathéo, je serai très certainement la love interest ou le meilleur ami de l'héroïne dans la série principale, une connerie comme ça. Et moi j'ai un tout petit peu tué la magie de mon grand-père, je suis un petit peu maladroit avec ça, mais je vais vous aider à faire le sort que vous voulez, etc. » Et donc il peut aider à appeler le Chanoul de l'Alakazar, avec un espèce de rituel à la con qu'on fait durer un petit peu pour pas grand-chose, histoire de dire « Ah, je me débrouille pas très bien, mais après un ou deux essais de plus, j'y arrive. » Ok, il y a la peine d'appuyer que tu te débrouilles pas très bien si tu y arrives au bout d'un moment, quoi. Et donc, l'animal esprit, ça s'appelle Zuzo, c'est une espèce de renard malin qui dit juste les instructions pour libérer Elena. C'est-à-dire que Sophia, je rappelle que c'est une fille de 6 ans au début de sa série, peut-être qu'elle a genre 8 ans maintenant, j'en sais rien, je sais pas combien de temps se passe dans la série. Et une petite fille de moins de 10 ans, on lui confie la tâche... Non, déjà, de trouver un endroit quelque part dans une contrée un peu hostile, déjà je trouve que c'est assez dingue, mais en plus de ça, de gérer quelque chose de super difficile, et je lui dis, waouh, t'as rien trouvé de mieux pour ça, Elena. Une petite fille de 8 ans pour faire ce genre de truc. T'es très responsable, ma grande, très responsable. Je sais que c'est une ado de 16 ans, mais putain quoi. Elle pensait juste qu'en trouvant Zuzo, elle aurait directement le sort pour déceler Elena de son médaillon, mais non, il faut des trucs un peu compliqués à avoir. Donc la baguette magique de la sorcière, carrément, il faut lui prendre et se rendre dans une espèce d'endroit où il y a la couronne d'Azino ou d'Azanuna, un truc comme ça. Qui permettra de libérer l'un du sort parce que magie, truc muche ta gueule quoi. Et voilà, t'es une fille de 8 ans, débrouille-toi, vas-y. Je te donne quand même un petit conseil rapide. Ce n'est pas parce que tu es l'élu que tu es forcément toute seule. Cela ne signifie rien pour toi, mais tu comprendras plus tard. Waouh, t'as raison, c'est nébuleux, c'est très difficile à comprendre. Ça va être la morale de ce téléfilm, que je trouve assez très très pauvrement appuyée. Elle est pas mauvaise en soi, mais elle est très pauvrement appuyée et super niaise dans le texte, quoi.
Enfin bref, elle va mettre en place un stratagème pour piquer la baguette de la reine. Parce qu'elle comprend pas tout de suite qu'elle doit faire les trucs ensemble avec les gens. Et toute seule, elle se débrouille plutôt bien. Hein, de façon très forcée par le scénario, mais elle se débrouille plutôt bien. Donc elle se rend du côté de Shiroku, ou Shoroki, merde, qui n'aime pas la musique, mais elle la force un petit peu à pratiquer la danse traditionnelle de l'endroit, parce que pourquoi pas, hein, et donc, elle fait chier, mais d'accord, si elle insiste, cette fille. Au passage, c'est un truc aussi, tu vas pouvoir appuyer la nullité d'écriture, des détails à la con, quoi, auxquels n'importe qui penserait s'il faisait gaffe à rendre son histoire un petit peu réfléchie, quoi. Genre, elle se promène avec le médaillon d'Elena. On est d'accord, hein, à son coup, qui devrait être reconnaissable quand même. La sorcière devrait la reconnaître, quoi. Et elle fait jamais gaffe au fait qu'elle a ce médaillon sur son cou. Et elle ne pense même pas à le cacher, Sophia. C'est le truc de base, quoi. Sophia le cache sous son col, voilà, il n'y a pas de problème. Tout va bien, quoi. C'est des détails à la con. Et non, à cause de ça, on la voit toujours porter de façon claire son pendentif devant la reine. Et la reine devrait voir qu'il y a un problème, que c'est Elena, quoi. Non, parce que nos personnages sont cons et le scénario fait avec parce qu'il s'en fout, quoi. Ça va être le niveau de la série que je vais suivre. Je suis désolé, je vais pas en dire du bien, hein. Et oui, puisqu'on est dans la connerie, quoi. Donc son stratagème, c'est de faire danser la reine avec elle pour lui prendre subrepticement la baguette à son insu. Et je suis désolé, mais là, tout le monde devrait la voir. Peut-être qu'elle la cache à la reine, et très bien, elle la voit pas directement, mais là, tous les autres devraient voir qu'elle lui a piqué sa baguette et qu'elle la cache dans son dos. Tous les autres. Elle n'est pas toute seule, il y a ses deux laquais, il y a sa famille. Tous les gens devraient voir qu'elle a fait un truc, quoi. Et personne ne la reprend là-dessus, tout le monde fait comme s'ils n'avaient rien vu. C'est... N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bref, elle a piqué cette baguette, elle peut se barrer avec les Jagons et Mathéo qui est avec elle, pour se rendre dans cette espèce de caverne avec une espèce de voie sous l'eau, qui ne sert absolument à rien à part mettre en place le fait qu'elle peut se transformer en sirène, un écran temporel, quoi, afin de poser sa baguette enroulée dans du jambon avec l'amulette, là, de façon à libérer, enfin, Elena, après une incantation magique, et donc elle est toute contente, elle se libère, elle a un peu de mal à marcher, puisque ça fait 41 ans qu'elle était emprisonnée, et je trouve en toute sincérité que pour quelqu'un qui a été emprisonné et consciente pendant 41 ans, qu'elle est plutôt chill, quoi. Vraiment, hein, je le trouve plutôt chill. Ah là, je souris, c'est trop génial. Ah, j'ai un peu de mal à marcher, mais ça va revenir. Ah, je fais une petite chanson gay pour dire « Ah, je suis libre !» D'être libre. Libéré, délivré, je ne serai plus jamais un collier. Voilà, c'est fait. Donc elle est toute contente, elle fait son gros numéro musical pour dire hey, oh, tout va aller mieux, je vais sauver le monde. Et juste après, elle dit ok, rassurez-vous, je vais faire toute seule. Ne m'aidez pas, je vais m'en sortir toute seule, comme ça, tranquille. Voilà, allez-y, allez-y. Et elle insiste en plus, quoi, en disant je vais y arriver, je vais faire tout seul. Et c'est complètement con. Déjà, dans la mise en scène, une fois de plus, c'est ça le problème de beaucoup de choses. L'histoire en soi, je ne la trouve pas mauvaise sur la base, mais elle est mise en scène de façon tellement plate et sans intérêt. Là, on a affaire à quelqu'un qui était emprisonné pendant 41 ans. Elle est super chill quand elle est libérée et elle veut tout faire toute seule. Je dis, je pourrais comprendre ça si elle était en mode rage absolue. J'ai été enfermé pendant 41 ans par cette garce, je veux m'attaquer à elle toute seule, bien lui faire payer par moi-même. Et sans réfléchir, là je pourrais le comprendre, on pourrait sentir la peine, la rage du personnage, mais c'est clairement pas le cas. Elle est en mode, c'est bon, je vais prendre mes responsabilités, rassurez-vous, tranquille, j'y vais. C'est tellement ça, il n'y a tellement pas d'inflexion, de force puissante dans la situation psychologique du personnage, et ça va être le cas par la suite, quoi. Donc elle insistera pour aller se confronter toute seule à la reine, sans se préparer une seule seconde, en se disant maintenant que j'ai la baguette, même pas l'amulette, hein, je la laisse à Sophia, maintenant que j'ai la baguette de la méchante, je vais pouvoir l'utiliser contre elle.
Et ben non, j'ai même pas essayé quoi de voir si ça marchait bien tout seul comme ça. Non, 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 j'y vais comme ça, sans répétition, sans rien du tout. En mode ah tu m'as causé du mal, tu vas voir maintenant. Ah merde, j'y arrive pas. C'est tellement ça. Et donc elle se fait avoir comme une glandue. Devant la méchante reine qui se montre enfin au passage aux parents et aux frangins qui sont capturés bêtement parce que rien à foutre, Sophia y a pas pensé, et elle lui dévoile que ses grands-parents et sa sœur ont été enfermés dans un tableau magique par Alakazar. Et c'est un peu bizarre parce que oui, ça dit que c'est Alakazar qui les a enfermés là-dedans, donc qu'est-ce qui a empêché la reine de s'en débarrasser? Je veux dire... Je veux dire, ça la dérangeait pas apparemment de tuer les parents d'Elena. Apparemment, hein, parce que bon, ses parents, on n'entend pas parler après quoi, ils sont clamsés apparemment. On joue tellement peu sur le drame de la chose que c'est clair et net, ça pourrait être possible que j'ai mal compris un truc et ils vont bien, ou alors ils existaient pas au départ, c'est ses grands-parents au départ qu'on a vu sur la calèche qui a été touchée par la magie de la sorcière, ce qui sera pas étonnant, mais bref, quoi, cette situation, on n'appuie aucun drame là-dessus. Elle découvre que sa fille, sa sœur et ses grands-parents sont enfermés, ça l'affecte un petit peu, mais vraiment le minimum syndical, de façon à ce que la reine reprenne la main sur sa baguette, qu'elle lui dévoile au passage que un de ses laquais, le chancelier, eh ben c'est son cousin Esteban. Et de dire bonjour à ton cousin Esteban. Oh! J'ai jamais entendu parler de toi, mec. Waouh, ça me scie. Et ouais, une fois de plus, sur le plan psychologique, c'est très intéressant. C'est traité à la va-vite. Il aura un moment de dialogue rapide pour faire exposition, histoire de dire ah j'ai été élevé par les grands-parents d'Elena, donc c'est important pour moi. Ok, super. Merci. Je vais vous présenter ça rapidement comme ça. C'est censé me toucher, me faire non. Alors que sur le principe, on a quand même à faire. Et c'est, je pense, la partie qui mérite le plus dans ce téléfilm, et j'espère très sincèrement que vous arrangerez ça un petit peu dans la série. On a clairement une fille qui a échappé à l'âge pendant 41 ans. Elle est restée à l'âge de 16 ans pendant 41 ans. Pareil pour ses grands-parents et sa sœur au passage. Mais voilà, elle est restée à cet âge-là. Mais tous les autres ont vieilli. Elle réapparaît dans un monde où tous les gens qu'elle a connus, en dehors de sa famille proche, ont vieilli, ont 41 ans de plus. Au passage, le mec, il donne pas l'impression d'avoir plus de 41 ans. Je sais, au mieux, je lui donne 50 ans. Alors, on va dire qu'il avait 9 ans au moment de la malédiction, de façon à ce que ça colle un tout petit peu. Bref, tous ses amis, toutes les personnes qu'elle a connues, ont vieilli de 41 ans. Il devrait y avoir une considération super importante psychologiquement par rapport à ça, sur ces retrouvailles un peu amères, mais c'est traité à la va-vite. Le personnage d'Esteban, sur la base, c'est une figure un peu tragique qui a été obligé de collaborer avec l'ennemi pour faire en sorte que sa famille survive. Mais pourquoi il a dû collaborer? Pourquoi il a aidé à faire en sorte qu'elle puisse prendre le pouvoir? Qu'est-ce qu'il a aidé à gérer? On n'en a pas la moindre foutue idée. Et on n'a pas la moindre foutue idée de comment ça l'a affecté énormément moralement, étant donné qu'on passe le minimum de temps là-dessus. De fait, le concept, je l'apprécie, mais l'exécution, je la trouve sans intérêt. C'est tellement plat, putain. Ce téléfilm est tellement plat. Enfin bref quoi, et étant donné qu'elle a été conne de s'attaquer à la reine toute seule, la reine, donc usurpatrice, reprend la main sur sa baguette, fait enfermer la famille de Sophia, et elle est obligée de se barrer avec Sophia, etc. pour repenser la stratégie chez Matteo. Donc, chez Matteo, elle a une petite conversation, le seul moment un tout petit peu joli, et encore vraiment c'est limite, où elle raconte un petit peu le dernier moment d'interaction qu'elle a eu avec sa sœur avant qu'ils aient été attaqués par la sorcière. Le seul petit moment que je trouvais un tout petit peu touchant dans le texte, qui faisait un tout petit peu effet.
Et c'est là que y a un peu tout le monde qui se met en place, même la mère de Matteo. Jusqu'à présent, elle n'avait rien à foutre. Enfin, le peu qu'on l'avait vu, maintenant elle dit ah, je suis avec vous, on va lutter, etc. Et on va lutter dans le genre, ah ouais, on fait partie du peuple et on va lutter avec vous. Il y a des vieux hippies qui apparaissent, qu'apparemment Elena n'avait pas connus. Alors que de base, ils devaient être beaucoup plus jeunes quand elle était là. Et si elle les avait connus, ça aurait pu être intéressant de montrer que ces gens jeunes qu'elle a connus, maintenant ce sont des vieux, mais qui sont quand même prêts à se battre avec elle. Ce genre de truc, vous voyez. Genre, ah, Elena, tu te souviens de moi, j'avais un tout petit peu plus de ton âge, et maintenant je suis plus comme ça, mais je suis toujours prêt à être ton pote, etc. Ce genre de truc. Ça aurait pu être cool, ça aurait pu être franchement prenant d'appuyer ce genre de truc. Vous voyez comment ça... C'est irritant de ne pas jouer sur un concept aussi fort, quoi. Vous prenez de façon complètement aléatoire ces 41 ans, et vous en faites rien. Vous en faites rien. À aucun putain de moment, j'ai l'impression que ça fait 41 ans. Ça ferait genre... 6 mois qu'elle a été enfermée, ce serait pareil, putain. Ce serait exactement putain de pareil. Enfin bref, ils finissent par deviser un plan pour attaquer un peu le château en groupe. Parce qu'ils ont enfin compris la leçon ô combien subtile et ô combien complexe que Zuzo voulait inculquer. C'est comme quoi il faut savoir œuvrer ensemble. Et pas seulement toute seule. Ah ok, j'ai compris. Je vais me battre avec tout le monde. Ah c'est bien, Elena, super, on est content. Et donc, première chose à faire, c'est libérer la famille. Donc premièrement, la famille de Sofia, parce que elle sait où aller Elena. Comment allons-nous retrouver ma famille? Je sais où Shuriki enferme ses prisonniers. Comment? Ça fait 41 ans que t'as été enfermée. Si elle a fait des changements dans ce château, on le voit à plusieurs moments. Comment tu sais où elle enferme ses prisonniers exactement? Il y a un truc qui m'a échappé. Comment c'est logique ce truc-là? Je comprends pas. C'est un détail. Bref, il retrouve la cellule des parents. Il y a une espèce de bouffon de service qu'on a vu à quelques reprises qui les aide rapidement pour faire des livrets. Donc la famille de Sofia qui se débarrasse d'un garde de façon complètement ridicule. Pour gamin, gna. Et après coup, il y a Matteo très vite avec un sort qu'il a trouvé, que sa mère a trouvé hors champ comme ça. Et je sais le sort pour sauver la famille d'Elena du tableau. Ah ok, bah je le fais très vite et ils sont libérés. Voilà, on est content, ça c'est fait. Hein. On a libéré tout le monde. On recule un petit peu pour retrouver tous les gens et attaquer en masse le château. Tous ensemble. J'en ai pas parlé parce que pendant ce temps-là, c'est aussi histoire de dire, on fait exprès de rendre la méchante nulle à chier parce qu'elle se fait distraire pendant toute cette période-là par un seul jagon qu'elle n'est pas foutue de toucher une seule fois. Elle a apparemment qu'un seul type de sort pour attaquer, cette espèce de petits rayons laser destructeurs basiques que tous les mages ont quoi, quand on est dans le faire de l'attaque. Quoi. Et si elle ne le touche jamais, elle se barre. C'est une méchante de merde, une fois de plus. Tellement naze. Alors, enfin bref, grâce à ça, tout le monde est réuni. On attaque en masse le château qui est protégé par 3 gardes. Avant, il y avait beaucoup plus de gardes que ça, mais maintenant, il n'y a plus que 3. Wouah! L'action est nulle à chier. Ils finissent par être tous confrontés à la méchante reine, l'usurpatrice, qui fait son putain de sort ultra puissant qui consiste à faire des nuages noirs dans le ciel. C'est tout ce que ça fait des nuages noirs dans le ciel. Ouh, tremblez, pauvres gens. Vous ne pouvez plus rien faire contre moi maintenant. Et à la fin, il y a Esteban qui pique sa baguette à la méchante très vite. Et il suffit qu'Elena la détruise pour que sa magie disparaisse et qu'elle doive se barrer. Alors, en mode Gothel du pauvre, mais à un niveau quoi. C'est tellement du copiage cheap, c'est ridicule. Et il suffisait de faire ça en fait. Il suffisait de piquer sa baguette à la méchante et de la détruire et ça allait. Alors oui, peut-être que si elle n'avait pas été détruite, il fallait pas la garder conservée pour cette espèce de sort à la con super alambiqué pour libérer Elena. Ok. Ok, si vous voulez. Hein, je vais accorder ça, ce film, sur pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Enfin bref, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Il y a Esteban qui justifie genre 5 secondes à Elena en disant ah, comprenez-moi bien, j'ai essayé de faire de mon mieux pour protéger notre famille. Ok, j'y pardonne, voilà, merci, au revoir. On s'en fout, ça va très vite. C'est dur qu'une heure ce téléfilm, on peut pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, c'est fait. Et elle est contente. C'est elle maintenant la nouvelle reine.
enfin la nouvelle princesse dirigeante d'Avalor. C'est presque ce que j'ai compris, j'ai le sentiment que ça va rester sur princesse alors qu'elle devrait être reine, là. Et ouais, ça donne l'impression que oui, ses parents ont disparu rapidement, ils sont irrécupérables au début du film. C'est traité genre à la va-vite, ça. Genre, on a perdu mes parents, c'est pas grave, c'est moi qui les remplace, je suis trop contente. Là, tout le monde célèbre. Ok. Donc, on est content, elle prend sa place. Sophia est contente d'avoir aidé quelqu'un. Elle retourne chez elle en finissant de raconter ça au mage dans son livre, parce que voilà, on est content. Et parallèlement, il y a Elena qui finit de raconter ça à Naomi, la situation. Comme quoi, il y aurait quelque chose à faire pour cette baguette brisée, parce que apparemment c'est peu de temps après ça. Il y a Naomi qui lui conseille de ranger ça dans la salle des coffres du château en ne disant rien à personne, parce que personne n'irait voler des trucs dans la salle des coffres du château. Personne n'irait soupçonner qu'il y aurait quelque chose d'important gardé dans la salle des coffres du château. C'est une super idée, Naomi. C'est une super idée, Naomi. Néanmoins, alors là, c'est peut-être moi qui essaye de trouver un espèce d'espoir de recherche scénaristique dans cette merde. C'est que peut-être que Naomi, en fait, c'est pas impossible que ce soit la sorcière déguisée, Shoroki. Parce que voilà, on dévoile rapidement à la fin de l'histoire, avant que Sophia parte, qu'elle a survécu à sa chute dans l'eau. Et donc elle reviendra très certainement les emmerder. Donc peut-être qu'elle a trouvé un moyen de changer d'apparence sans avoir sa baguette magique, je sais pas trop comment. Et donc elle essaye de la voir par surprise en lui disant un truc pour essayer de mettre la main sur la baguette, allez savoir. C'est le seul truc qui pourrait un tout petit peu sauver cette décision de merde de fin de film. Et parce qu'Elena est toujours un petit peu bloquée à 16 ans, elle a beau avoir passé 41 ans à observer les alentours, étant donné que ça a été autour du cou d'une jeune fille, et je sais pas, porté par un vieux mage qui, je pense, devenait sénile, ça lui a pas apporté beaucoup d'expérience de la vie, on va dire ça. J'en sais trop rien, j'essaie de justifier un peu la chose, et donc peut-être qu'elle se fait avoir bêtement par Naomi, qui est pas aussi bête qu'elle en a l'air, et qui cache des dessins peut-être plus recherchés que ça. Allez savoir. Je sais pas du tout qui est cette Naomi. Elle n'est pas du tout montrée dans tout le téléfilm qu'on a vu, à part donc pour l'intro et la fin, lorsque Elena raconte. Sans doute qu'on en aura un peu plus sur elle dans la série, très certainement. C'était donc un téléfilm d'introduction très plat, hein, dans les dialogues, dans la mise en scène, dans l'animation, dans les chansons. Pas mémorable, une base pas mauvaise du tout en soi, hein, mais sur laquelle on joue pas des masses. Et ça rend vraiment très pauvrement pour moi. C'est un téléfilm assez plat qui, je trouve, mérite même pas l'excuse. C'est Disney Channel, on cherche pas plus loin que ça. Non, je suis désolé, Disney Channel a produit les téléfilms, je sais pas, le premier téléfilm de Phineas et Ferb, ou Mission Cupidon de Kim Possible. Pour moi, déjà, en termes de recherche visuelle, ça allait un peu plus loin que la série de base, ça donnait quelque chose d'un petit peu recherché, déjà, et puis ça a essayé de faire quelque chose avec du poids, où on donnait vraiment de l'importance, un peu de subtilité aux situations, et la mise en scène était satisfaisante, quoi. On peut faire des téléfilms recherchés qui donnent l'impression de valoir plus que cette espèce de truc cheap avec des moyens ridicules. Disney Channel peut faire mieux que ça. Et comme introduction à la série, je veux dire, qu'est-ce que ça met en place à part le fait qu'on a une princesse de 16 ans qui dirige un royaume, quoi. Vous auriez pu mettre ça en place en l'espace de 30 secondes avec des trucs moins au perché comme menace et ça aurait été pareil. Je veux dire, on garde la vieille sorcière dans le conflit et peut-être qu'on jouera de façon intéressante sur elle, mais au-delà de ça, la mise en place, c'est juste, voilà, que maintenant, vous savez qu'on a une héroïne qui est princesse gouvernante de son royaume et elle va avoir des décisions difficiles à prendre. Et j'ai le sentiment que ça va être plus proche des décisions type de Cendrillon 2 que de celles de Réponse. J'ai le sentiment que ça va être plus proche de ça. Mais
C'est moi qui affabule, je ne sais pas, peut-être que je me trompe et qu'on aura quelque chose de plus poussé. C'est pour ça que je vais donner sa chance à la saison 1 une fois de plus. Néanmoins, si la saison 1 ne va pas plus haut que ce que ce téléfilm nous a donné, je le dis clairement, je n'irai pas plus loin que la saison 1. Ma patience a ses limites. Mais nous verrons un petit peu ce qu'il en sera à ce moment-là. En attendant, ce téléfilm vaut quoi? 6,5, 7, 7. Je vais être généreux, 7 sur 20. Ça aurait pu être largement mieux pour moi. Et c'est franchement dommage. Je verrai, hein. C'est pas parce que quelque chose est mal introduit que c'est forcément mauvais, mais c'est pas bon signe du tout. Je le dis clairement, hein. Si vous aimez les critiques salées typiques, j'ai le sentiment que c'est bien parti pour. À bientôt pour l'épisode 1 de la saison 1. Bye!